Bonsoir, bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, chers compatriotes. Merci infiniment d'être parmi nous et bienvenue une fois de plus à ce nouveau programme, Les Sillons de la Renaissance, programme qui a vocation à enrichir et éveiller la conscience politique et citoyenne du plus grand nombre de Camerounais. Permettez-moi de vous rappeler le thème de notre émission du jour, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sortir de l'alternance politique verrouillée au Cameroun. Acte 2, la vacance du pouvoir et ses aspects politiques. Il y a une semaine, nous avons débattu sur la vacance du pouvoir et ses aspects juridiques. Ce soir, nous parlerons de la dimension politique de cette vacance, avec pour trame de fond la dynamique du non au gré à gré. En préambule donc, pour introduire le sujet, il serait souhaitable en tout cas, de rappeler les éléments clés qui ont été évoqués dans la précédente conférence. Ceci dans la mesure où, finalement, l'acte 2 et l'acte 1 sont imbriqués et totalement interactifs dans le même thème, qui est la vacance au sortir de l'alternance verrouillée au Cameroun, avec en trame de fond le non au gré à gré. Donc, s'agissant du processus, ce que nous avions dit, c'est que s'agissant du processus d'enclenchement de la déclaration de la vacance du pouvoir, nos invités de l'or avaient indiqué que les évolutions successives de la Constitution avaient fini par substituer le Conseil médical indépendant qui existait aux organismes que sont l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Mais ces deux entités souffrent concomitamment d'un déficit criard d'indépendance et d'autonomie politique, ne serait-ce qu'au regard de la chapelle politique de leurs membres respectifs. Entraînant donc un réel problème structurel dans l'hypothèse d'un processus de déclaration de la vacance du pouvoir. Les intervenants ont également souligné la nécessité absolue de rappeler que le peuple détient constitutionnellement la source originelle du pouvoir. Le peuple camerounais est le seul maître originel de la souveraineté nationale. Enfin, nous avions rappelé qu'au titre d'une république démocratique, l'organisation publique au Cameroun fait totalement partie de la vie démocratique de notre nation. Et cet exercice est protégé et encadré respectivement par la Constitution et la loi numéro 90/055. Je repose donc la question, comment sortir de l'alternance politique verrouillée au Cameroun? La question reste la même. Nos invités de ce jour nous aideront à trouver des clés sur le plan politique sur cette question. Je m'avais donc sans plus tarder vous présenter nos invités de jour que vous avez pu découvrir dans les différents flyers et dans les annonces. En premier lieu, nous avons le plaisir d'accueillir sur cette plateforme Maître Désiré Sikati, avocat au barreau du Cameroun et militant MRC. Maître Désiré Sikati, bienvenue. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. C'est un énorme plaisir et c'est un honneur de vous compter parmi nous, vu la qualité de vos interventions que nous avons l'habitude de suivre sur Equinox. Bonsoir, M. Désiré Sikati. Bonsoir, M. Olivier Ngor. Vous disiez que c'est un plaisir de m'avoir. C'est également un plaisir partagé pour moi parce que vous êtes en train de faire un travail qui va dans le cadre de l'activité du MRC. Donc, c'est une initiative louable à laquelle je ne pouvais qu'adhérer. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour dire également bonsoir à tous les compatriotes, tous les sympathisants également qui regardent votre émission et également témoigner
toutes mes amitiés à certaines personnes qui certainement doivent nous regarder, des personnes que je n'ai certainement pas vues depuis longtemps. Il y en a plusieurs en Occident. Donc, merci de m'avoir convié à cette émission et très bonne soirée à tous ceux qui nous regardent aussi. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, le deuxième intervenant, c'est Monsieur Jean Loé, militant MRC en Angleterre. Bonsoir, Monsieur Loé. Merci encore une fois d'être parmi nous. C'est un grand plaisir d'être là. Oui, bonsoir Olivier. Plaisir partagé, d'autant plus que c'est un programme, comme l'a dit, bonsoir Maître Sikati, en passant. Donc c'est un plaisir partagé, comme il a dit, c'est un projet sur lequel on a travaillé avec d'autres, comme tu sais, c'est un projet qui nous tient à cœur pour le parti, de porter cette communication-là, de porter la voix du parti sur questions brûlantes d'actualité et bien au-delà. Donc je suis content de me prêter à cet exercice. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bonsoir à toute l'équipe technique derrière. Très bien, super. Alors, sans plus tarder, petite précision d'usage, notre intervenant, M. Loé, est bilingue, donc il s'exprime à la fois en anglais et en français. Donc, loisir lui sera laissé de pouvoir s'exprimer en anglais s'il le souhaite sur certaines questions, et de pouvoir également s'exprimer en français sur certaines questions s'il le souhaite également. Donc, voilà, sans plus tarder, rentrons donc dans le vif du sujet. Nous avons aujourd'hui une situation politique des plus tendues que tout le monde connaît. Le Cameroun vit une crise multiforme, une crise politique, une crise sécuritaire, une crise sociétale, une crise économique, sans parler du Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une phase de fin de cycle. Je parle des tenants du pouvoir. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la vacance du pouvoir dans ces aspects politiques. Et je m'en vais donc poser une question. Où se cache M. Paul Biya, qui s'est pourtant octroyé la fonction de président de la République au mépris des urnes à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le pays est orphelin d'un président qui l'a abandonné en pleine crise sanitaire, dans un contexte où tous les dirigeants du monde, même physiquement diminués, ont pris personnellement en main la riposte au Covid-19 dans leurs pays respectifs. L'épisode de la fameuse audience du 16 avril 2020, intervenue juste après le dépôt de la demande que nous avons faite le 11 avril 2020 au président de l'Assemblée nationale, aux fins de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir au sommet de l'État, n'a pas produit les effets politiques escomptés. Pas plus d'ailleurs que l'autre audience du 13 mai dernier. Les Camerounais continuent de se demander où est passé M. Paul Biya. Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré et leur soutien tentent d'expliquer qu'il est normal qu'un président de la République disparaisse pendant des mois, abandonnant son peuple aux prises avec une pandémie qui sème la mort. Et pour ces défenseurs de l'absurde, interrompre cette désertion pendant quelques minutes pour recevoir des personnalités étrangères, à supposer cela avéré, n'est pas un signe de mépris vis-à-vis du peuple camerounais, alors même que le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas accès à lui. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que l'unité de notre peuple et de notre nation est en péril dans ce contexte d'incertitude et de turbulence. Même le gouvernement ne donne pas à voir une cohésion, ne serait-ce que de façade, tellement il est traversé de part en part de clivage que crée entre ses membres la guerre de succession à la tête de l'État. La guerre contre Boko Haram figure au rang de nos préoccupations majeures, avec la recrudescence des attaques sur notre sol
après la période d'accalmie observée, notamment grâce à l'appui de la communauté internationale, que je tiens à remercier une fois de plus. Je renouvelle l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de cette autre guerre et mes vœux prompts de rétablissement aux blessés ainsi qu'un retour à une vie normale des populations des zones concernées. La guerre civile dans le Nozo et la crise post-électorale persistent alors que des solutions pérennes existent. Le MRC n'a cessé de faire des propositions constructives. Malgré l'indifférence du gouvernement, notre parti persiste dans cette voie. Dans cet esprit, je propose un cadre de résolution de la crise dans le Nozo et de la crise post-électorale comprenant un comité de haut niveau appuyé par un sous-comité. Le comité de haut niveau est un comité politique chargé de la médiation et dirigé par un président ou un ancien président africain assisté par le groupe des sages de l'Union africaine. Le comité devrait, après consultation du gouvernement camerounais et tous les principaux protagonistes, y compris ceux en détention, œuvrer pour la mise en place de mécanismes visant à arrêter immédiatement la violence et sa résurgence. Ces mécanismes devraient bénéficier du soutien de la communauté internationale, tant au plan politique qu'au plan technique et financier. D'ores et déjà, je lance un appel pour un cessez-le-feu, même provisoire, à convenir sans délai entre les protagonistes du conflit armé avec l'assistance de l'ONU et de l'Union africaine. Il s'agit d'un acte qui grandira toutes les parties belligérantes, d'un acte vital, car il permettra d'alléger les souffrances de nos pauvres populations, de créer les conditions de la mise en place du cadre des discussions et, dans le contexte actuel de Covid-19, de porter une assistance adéquate aux populations des deux régions où la pandémie est désormais en recrudescence. En même temps que le cessez-le-feu s'impose, la libération de tous les prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, dont M. Sisikou Ayou Tabé et ses partisans, Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes revenus. Pardon pour ce petit contretemps. Nous avons remis le discours du président national du 1er juin. En fait, nous avons eu un petit souci d'interférence, donc on en a profité pour repasser le discours du président national, professeur Maurice Kamto. Donc nous allons reprendre sans autre forme de procès, la conférence où on en était. Je disais donc que j'allais poser une toute première question à Maître Sikati sur la dynamique du non au gré à gré. La question c'est, puisque le gré à gré serait une forme de perpétuation du système actuel à travers ce à quoi tout le monde peut s'attendre, qui serait une modification constitutionnelle. Donc, ce que j'appelle donc modification constitutionnelle de circonstance, qui serait, à notre sens, antidémocratique, dans la mesure où peut-être éventuellement elle ne repasserait pas par c'est-à-dire que la transition politique d'après le président actuel ne passerait pas par une élection libre et transparente. Quelle est, selon vous, au plan politique, la dangerosité et au plan sociétal, la dangerosité d'une telle manœuvre? Bon, déjà, je pense que, et d'ailleurs, la plupart des Camerounais et des compatriotes devraient certainement le penser aussi, dans une société démocratique, dans un pays démocratique, les mécanismes de transmission du pouvoir procèdent essentiellement des élections, c'est-à-dire un suffrage populaire au cours duquel chaque citoyen en âge de voter est inscrit sur une liste électorale et appelé à s'exprimer à travers son vote. Ça, c'est le mécanisme le plus connu dans les États démocratiques, comme le Cameroun, si on peut dire que le Cameroun, c'est un pays démocratique. Donc, le gré à gré
a ceci de particulier qu'il est un mode de transmission du pouvoir conventionnel entre des pontes d'un régime. Ça veut dire que les pontes du régime décident de contourner le peuple, de contourner le suffrage populaire en se passant le pouvoir en dehors de tout mécanisme électoral libre et transparent. C'est ça le gré à gré. Donc, le vrai problème qui se pose avec cette transmission de pouvoir de gré à gré est que le sentiment partagé par nous autres, c'est que le Cameroun donne l'impression d'être au même stade que dans les années 1990, ou bien même avant, dans les années 1990, où on a vu que le pouvoir avait été transmis par l'ancien président Feu Amadou Ahidjo à M. Paul Biya de gré à gré. Mais là encore, on peut trouver une excuse constitutionnelle en ce sens qu'à cette époque-là, nous étions dans un système de parti unique, il n'y avait pas de démocratie et la constitution de l'État unitaire disait effectivement qu'en cas de démission du président, eh bien, le pouvoir était assumé par le vice-président. Donc, M. Ahidjo avait donc à raison de façon constitutionnelle choisi M. Biya. Mais aujourd'hui, les données sont totalement différentes déjà parce que, en dépit de ce que nous avons un environnement électoral qui est totalement biaisé. Je dis biaisé parce que il est taillé sur mesure au profit du régime en place. Il y a quand même une constitution, même si elle a été arrêtée de façon unilatérale par le régime du RDPC, il n'en demeure pas moins que cette constitution-là a prévu un mécanisme de gestion de la vacance du pouvoir. Donc, aujourd'hui, si des compatriotes se mettent à dénoncer le gré à gré, quand je parle des compatriotes, notamment le MRC, le parti politique MRC auquel nous appartenons, dénonce le gré à gré, c'est parce que un certain nombre d'éléments, de faits, posés notamment par M. Biya, donnent l'impression que celui-ci ne serait plus en capacité de gouverner et que du coup, son entourage, probablement avec sa bénédiction, parce qu'il est quand même le chef de ce régime, aurait décidé de s'accaparer le pouvoir en dehors du mécanisme constitutionnel qu'ils ont eux-mêmes unilatéralement adopté. Parce que ce mécanisme constitutionnel voudrait que, si jamais il y a vacance du pouvoir, eh bien que la vacance, l'intérim soit assuré par le président du Sénat. Au Cameroun, il nous souvient qu'il y a un président du Sénat, qui est M. Niad Djipendi Marcel, dont on comprend très mal pourquoi. Déjà, je suis très flatté de vous écouter dans votre propos introductif dit, à juste titre, que, non, c'est le président qui l'a dit plutôt dans son interview, dans son discours du 7 juin, que M. Biya était pratiquement absent depuis le déclenchement de la riposte à la pandémie au Cameroun. Donc, l'absence de M. Biya a donné l'impression qu'il n'est plus en capacité de gouverner. Et en même temps, lorsqu'on voit qu'un certain nombre d'actes sont publiés avec sa signature, bon, et qu'on ne le voit pas lui, personne physique, on ne le voit pas très souvent, sauf peut-être quand M. l'ambassadeur de France au Cameroun a le privilège ou bien la priorité de le recevoir, ben, on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que les pontes du régime ne sont pas en train de mettre sur pied un processus de dévolution du pouvoir qui viole de façon flagrante eh bien, cette constitution que nous dénonçons aussi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes une démocratie qui est en construction. Mais même une démocratie en construction ne peut pas accepter que des acquis élémentaires de la démocratie qui ont été obtenus sous la sueur et le sang des Camerounais depuis 1990, que ces acquis-là soient remis en cause aujourd'hui à travers un mécanisme de passation de pouvoir qui est impopulaire et antidémocratique. Donc c'est la raison pour laquelle nous dénonçons le gré à gré et qu'on voit très bien cette mobilisation populaire pour attirer l'attention
du régime de Yaoundé sur ce que le peuple camerounais se fera forcément entendre. Si jamais cette idée de faire passer le pouvoir ou bien de transmettre le pouvoir comme s'il s'agissait d'une monarchie prospérait. Donc le peuple a ce droit de dire non. On voit le peuple malien aujourd'hui. On a vu le peuple hongkongais dire non à un projet de loi qui avait tendance à protéger plus les intérêts de la Chine que les intérêts des populations de Hong Kong. Donc le peuple camerounais a le droit de dire non au gré à gré. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Mais on imagine bien que les conséquences sur la démocratie camerounaise ne seraient pas positives. Elles seraient fondamentalement négatives. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en particulier, peut-être même au niveau sociétal, hein, puisque quand on dit sociétal, un problème sociétal, c'est un problème social dans la structure même de la société. Parce que finalement, nous sommes dans un régime dit démocratique, mais qui en pratique ne l'est pas, ou ne l'est presque pas. Et cette gouvernance qu'on peut considérer comme désaxée a des conséquences sur la société camerounaise, notamment la corruption. La corruption, je pense que la corruption, on peut considérer que c'est un corollaire de cette gouvernance désaxée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conséquences précises, sur le danger précis d'un tel passage de flambeau dans notre pays? Et puis, je passerai peut-être la parole aussi au camarade Jean Loué pour nous dire son point de vue sur le sujet. Bon, déjà, nous savons tous qu'avant la crise politique qui est née à la suite de l'élection du 7 octobre 2018, le Cameroun connaissait depuis pratiquement la fin de l'année 2016 une crise pratiquement énorme dans les régions anglophones. Et l'une des revendications des populations anglophones qui sont solidaires je ne veux pas dire des groupes séparatistes, mais solidaires de tous les autres anglophones qui dénoncent la malgouvernance, c'est l'absence d'alternance à la tête du pouvoir. C'est ce sentiment que le pouvoir politique est confisqué par une catégorie d'individus privilégiés à telle enseigne que le peuple camerounais n'a pas cette marge de manœuvre pour influencer le choix du président. Donc, si jamais un mécanisme de passage en force à travers le gré à gré était réussi par le régime, l'une des conséquences serait l'enlisement ou bien l'enlisement de la crise anglophone, parce que du coup, même ceux des anglophones modérés qui pensaient qu'à travers une alternance ou bien à travers des élections démocratiques, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien, on n'a jamais dit que ce régime doit quitter le pouvoir à tous les prix. On dit tout simplement que ce régime doit s'entendre avec la société civile, les autres partis politiques, pour qu'il y ait un consensus sur l'organisation des élections. Si les élections sont libres et transparentes et que le régime RDPC est à nouveau élu, si son candidat est élu, ben je pense que démocratiquement, on devrait tous l'accepter. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est cette façon consensuelle de se transmettre le pouvoir comme s'il s'agissait en fait d'un héritage familial. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et je dis, la transmission du pouvoir par le gré à gré va créer l'enlisement de la crise anglophone et va davantage compliquer la situation socio-politique. Je parlais tout à l'heure de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, qui est le point de départ de la crise socio-politique ou bien de la crise politique que le Cameroun est en train de vivre. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la crise anglophone, de la crise politique, de la crise sanitaire, mais il faut quand même toujours se rappeler que la crise politique au Cameroun est née à la suite d'élections totalement truquées. Voilà, du 7 octobre. Donc,
Ce qui va se passer, c'est que les adeptes de ce passage en force ne seront pas des patriotes, ce ne seront pas des gens qui aiment leur pays. Parce que quand vous aimez votre pays, quand vous voulez conserver cette fraternité entre les citoyens, je pense que vous ne pouvez pas créer en même temps les conditions de nature à diviser les gens. On voit très bien qu'aujourd'hui, les Camerounais sont divisés par le fait du régime, qui d'ailleurs utilise la tribalisation politique comme une arme de conservation de pouvoir. Aujourd'hui, les jeux de mots à caractère tribal sont récurrents dans le débat politique au Cameroun. Pourtant, il me semble qu'un État qui a, pendant un certain nombre de temps, réussi quand même à construire son unité, ne devrait pas en arriver là. Un dirigeant responsable n'a pas le droit, un dirigeant responsable ne peut pas surfer sur la division ethnique pour se maintenir au pouvoir. Moi, j'ai toujours qualifié ça d'acte criminel. C'est même un crime contre l'humanité, parce que quand vous divisez votre peuple, vous constituez, vous mettez sur pied les prémices d'une guerre civile. On voit très bien partout dans le monde que beaucoup de dirigeants qui ont utilisé le tribalisme, l'exclusion, comme une arme d'expansion politique, eh bien, ces dirigeants-là ont contribué. Ils ont contribué à exterminer leur peuple. On a vu ça au Rwanda, on a vu ça en ex-Yougoslavie. Donc, je pense que les gens doivent faire preuve de patriotisme. Ils doivent être réfléchis. Et puis, ils doivent aussi comprendre qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, hier, une émission comme celle-ci, bon, quand je dis hier, ça veut dire il y a quelques années, une émission comme celle-ci ne pouvait pas être regardée, ne pouvait pas être produite. Mais aujourd'hui, on a des éléments de technologie, des éléments nouveaux de technologie qui permettent de produire des émissions, de diffuser des informations de nature à correspondre à ce que les téléspectateurs ou bien les Camerounais veulent voir et écouter. Donc, je pense, et c'est ce qui est en train de, que le régime le veuille ou pas, il y a une certaine conscientisation populaire qui est en train de prendre corps. Tout à fait, tout à fait. Alors, et ce serait bien, et c'est vrai pour finir, et ce serait bien que le régime comprenne qu'à un certain moment, le peuple doit être considéré comme celui qui donne le pouvoir. Le peuple ne subit pas le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Merci. Alors, la synthèse de ce que nous pouvons retenir de ce que vous avez dit, c'est que dans le cas d'une réussite du non au gré à gré, disons-le comme ça, en fait, une des premières causes, ce serait l'enlisement de la crise anglophone et peut-être aussi l'enlisement aussi dans une crise socio-économique de l'autre partie du pays qui finirait aussi peut-être par se déchirer de l'intérieur. C'est pour ça que je parlais aussi de conséquences sociétales. Crise politique. Crise politique, tout à fait. Oui. Alors maintenant, Monsieur Loé, est-ce que rebonsoir d'abord, quel est votre point de vue sur cette question-là? Quelle est la dangerosité de cette manœuvre du gré à gré? Olivier, avant de répondre à cette question, je vais prendre, avec votre permission, 30 secondes pour dire un grand bravo à tous les Camerounais qui se sont déportés sur la place de Paris le 26 juin. Un grand bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Pourquoi je fais ça? Parce que le thème du jour, c'est comment sortir d'une alternance verrouillée. Et le début des réponses est là, dans des actions comme ce qui s'est passé à Paris hier. Donc, merci à mon ami et frère fidèle que je salue ici, le communal de France, avec mon ami et frère, le régional Harry Djoko, pour l'organisation de cet événement. Pour arriver à votre question, alors sur la dangerosité d'une révision constitutionnelle qui serait foncièrement antidémocratique, l'analyse politique, la lecture politique que je fais de cela, elle est simplement la volte-face, une espèce de volte-face stratégique, c'est-à-dire un shift stratégique qui s'opère par rapport à ce qui était la situation antérieure. Ce qu'on entend, ce qui nous revient de la révision constitutionnelle telle qu'elle est envisagée,
une révision constitutionnelle qui vise à instituer un poste de vice-président. C'est une rupture par rapport à ce qui est dans la Constitution, qui est consacrée par la Constitution du 18 janvier 1996. Cette Constitution-là, force est de constater que elle avait créé, il y avait deux verrous. Il y avait deux verrous qui avaient été prévus par la Constitution de 96 pour, je dirais pas garantir, mais au moins pour inscrire l'alternance politique dans les germes de la Constitution du Cameroun. Ces deux verrous sont lesquels? C'était le premier verrou, c'était la limitation des mandats. Le second verrou, c'était l'intérim constitutionnel en cas de vacances. Tout à l'heure, je parlais d'un shift stratégique, un revirement stratégique, c'est-à-dire qu'on passe, si ce qui est dit se révèle, on passe de l'intérim constitutionnel au dauphinat constitutionnel. Ces deux concepts qui sont radicalement différents. On est dans deux approches politiques qui sont radicalement différentes et qui ont des conséquences incalculables en fait sur l'avenir du Cameroun. L'intérim constitutionnel est consacré par le Constitution de 96, dans la Constitution 18 janvier 96, et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. L'intérim constitutionnel, alors on ne va pas préjuger du régime, on connaît le régime, on sait qu'il y a plusieurs verrous de niveau de l'alternance, mais on peut voir à travers la Constitution de 96 que ceux qui l'ont fait ont quand même, encore une fois, ils ont quand même voulu, ils ont quand même imaginé, même si c'était un rêve, que ce pays un jour connaîtrait l'alternance. Cela est consacré par le système de l'intérim constitutionnel. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs à travers les limitations que l'intérimaire constitutionnel peut exercer aujourd'hui. Il y a deux limitations qui sont majeures qu'il faut souligner. C'est une limitation qui est matérielle. Dans la Constitution d'aujourd'hui, on sait que l'intérimaire a 120 jours pour organiser des élections. Il a une période entre 20 et 120 jours pour organiser des élections. En fait, il y a une autre limitation. L'autre limitation qui est une limitation simplement matérielle à travers beaucoup de restrictions de pouvoir. Il ne peut pas modifier le gouvernement, il ne peut pas de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'était que l'intérimaire, celui qui assure la vacance dans une perspective, même lointaine d'alternance, il est là que pour gérer des élections. Il est là que pour gérer des affaires courantes et passer le flambeau. Revenir au dauphinat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on fait dans le prolongement du verrou constitutionnel qui a été levé en 2008, notamment la réforme du fameux article 6 qui mettait la limitation des mandats, on va plus loin que ça en passant de l'intérim au dauphinat. C'est plus qu'un hold-up. En fait, on passe à un autre niveau de hold-up électoral. Si le hold-up électoral, c'était le vol d'un match de foot, pour prendre cette phraséologie-là, ce qui se passe maintenant, c'est le hold-up de tout le tournoi. Pourquoi je dis ça? Le dauphinat et l'intérim sont deux régimes radicalement différents. Le dauphinat garantit la stabilité, garantit la sauvegarde et la transmission d'un héritage politique. Ce qui n'est pas le cas de l'intérim. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérimaire, il a très peu de temps, il n'est pas candidat, il ne peut pas modifier. Donc en fait, on peut penser que l'intérimaire, pris par les contraintes, en plus, dans un contexte camerounais où le pouvoir central est tiraillé par des factions et par des clans, on peut très bien imaginer que l'intérimaire échappe au contrôle de toutes ces factions-là et se positionne comme un vrai arbitre. Et là, on peut avoir une alternance. Avec le dauphinat, ce n'est pas le cas. On peut faire un bref rappel historique. En réalité, le dauphinat dont je parle. Mais, allô? Oui. On vous entend mal. Allô? Allez-y. Oui, alors, je faisais le parallèle entre le dauphinat et l'intérim pour dire que les deux systèmes ont la révision constitutionnelle telle qu'elle est envisagée nous ferait passer d'un système à l'autre et que pour répondre à la question sur la dangerosité, et que ce serait plus qu'un hold-up électoral pour le Cameroun. J'aimerais, si vous permettez, faire un bref rappel historique sur cette question du dauphinat. Mais très bref, parce que en fait, c'est vrai que
cette question-là peut constituer toute une émission. Mais on a d'autres points très brefs alors, parce que je vais enchaîner. Allez-y. Alors, le Dauphinat, c'est un retour en arrière. Parce que repasser, comme il se dit, comme il se murmure au système de vice-présidence, c'est un retour à la constitution de 61, du 1er septembre 61, qui a été promulgué, on va dire, à la suite du rattachement du Cameroun, de l'ex-Southern Cameroun à la République du Cameroun au 1er octobre 1961. Cette constitution-là instaurait déjà le Dauphinat, c'est-à-dire qu'on avait le ticket président de la République, vice-président, notamment qui ont été assumés dans le cadre des élections de 65 et 70 par le ticket Ahidjo Fancha et Ahidjo Mouna. Donc on avait ce Dauphinat a existé dans la constitution du Cameroun. Mais ce Dauphinat de 61, c'était un Dauphinat vertueux, c'est-à-dire qu'il garantissait une vraie alternance, parce que le contexte historique est celui que nous accueillons les frères anglophones qui nous rejoignent dans la République. Donc, il y a un besoin de donner des garanties politiques déjà de leur acceptation dans la nouvelle entité, et en plus d'une alternance, une vraie alternance qui ne serait pas simplement une alternance comme dans le monolithique, comme on l'a vu plus tard avec la succession intérimaire, une vraie alternance, donc une succession, on va dire, de rupture. Donc ce Dauphinat existait dans 61 jusqu'à 72, il a été mis fin. On est revenu au système d'intérim en 72, encore là le contexte est intéressant de revisiter parce que on repasse en 72 au système intérimaire. Le contexte est que il vient d'y avoir l'État unitaire, donc on a mis fin à l'État fédéral. On retourne, en fait, la dictature, entre guillemets, que Ahidjo a commencé à installer en 66 avec la fin du multipartisme, prend véritablement corps en 72 avec la fin du Dauphinat tel qu'il avait été rêvé, tel qu'il avait été pensé, tel qu'il avait été constitutionnalisé par la loi fondamentale de 61. Donc en 72, on repasse à l'intérim. Et l'intérim en 72 est assuré par le président de l'Assemblée nationale, c'est ce que Maître Sikati rappelait tout à l'heure. Ce régime-là dure de 72 jusqu'en 80. En fait, c'est ce régime, pour dire les choses complètement, qui permet à bien d'accéder au pouvoir. Parce que, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, pour dire quoi, en fait? Pour dire que le changement de paradigme, passer de l'intérim au Dauphinat, n'est pas anodin. Le passage au Dauphinat est le prolongement du verrou constitutionnel de 2008 qui a sauté par rapport au mandat présidentiel, qui a conduit au hold-up électoral aujourd'hui. Donc, il pousse le bouchon plus loin, en faisant sauter l'ultime verrou qui pouvait faire rêver d'alternance. Et c'est ce qui se passe par le changement de paradigme, notamment du passage du système intérimaire au système de Dauphinat. Et ça, la dangerosité est là. C'est-à-dire que pour le peuple camerounais, pour nous, souveraineté consacrée par la Constitution, encore une fois, c'est pire que le hold-up. C'est un niveau de hold-up encore une fois, si c'était le hold-up d'un match, cette fois-ci, c'est le hold-up de tout le tournoi. Alors, parce que cette question est vraiment très importante, avant qu'on ne passe à la suivante, j'aimerais encore vous entendre, nos deux intervenants du jour, mais de façon très synthétique et très rapide sur la question qui me vient dans le prolongement de tout ce que vous avez dit. Je voudrais quand même vous poser la question de manière très directe. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, le Cameroun, le développement économique et social inclusif est possible sans une véritable alternance politique au Cameroun? Sous-entendu que la bonne gouvernance est nécessairement liée à l'alternance politique qui est le thermomètre qui dit si la démocratie va bien ou elle va mal. Est-ce que vous pensez, oui ou non, et expliquez juste en une minute, est-ce que vous pensez, oui ou non, si le développement du Cameroun, le développement économique et social est possible sans une alternance démocratique dans notre pays? Olivier, je peux répondre, je peux y aller? Oui, mais rapidement. Voilà.
C'est une question qui est vaste. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre en Oui, une oui, minute. C'est pas une- Il faudrait s'accorder sur ce qui est je le... comprends, mais il il faut faut- essayer. Alors, il faudrait s'accorder déjà sur ce que c'est le développement économique. Le Cameroun, on est une économie capitaliste, donc on est un modèle d'économie libérale. Donc, dans ce cadre-là, on peut considérer que le développement économique, il, il s'opère par l'investissement. Donc, il faut que des capitaux arrivent au Cameroun, il faut que des investisseurs étrangers arrivent, il faut que la diaspora qui est solvable, qui a des projets, qui est formée, puisse investir au Cameroun. Dans le contexte actuel, avec la gouvernance qu'on connaît, la question ne se limite même pas simplement à dire que est-ce que l'alternance peut favoriser le développement économique du Cameroun. L'alternance telle que nous l'arrivons au MRC, c'est une alternance qui apporte l'état de droit. L'état de droit, c'est pour une économie qui se veut libérale, c'est le cadre idéal pour l'opération pour la mise en place d'une économie libérale. La sécurité juridique des investisseurs, la sécurité juridique, la qualité des infrastructures, la sécurité juridique du commerce, de l'épargne, tout ça, c'est garanti par un état de droit. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, mais si je comprends, je vais juste paraphraser pour ne pas vous couper. Donc, en gros, ce que vous tentez de nous dire, c'est que la condition pour avoir l'état de droit, c'est la démocratie qui elle-même passe par l'alternance politique. Et l'état de droit lui-même, c'est une fondation indispensable pour le développement économique. En gros, si je synthétise comme ça, je ne pense pas vous avoir trahi votre propos. Maître Sikati, qu'est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement sur cette question? Est-ce que le développement économique est possible? Économique et social, c'est important. Parce que le développement économique, c'est une chose, mais il doit s'accompagner par le développement social. C'est la logique du développement durable. Est-ce que vous pensez que dans notre contexte où on a un système politique qui a montré toutes ses limites se répète d'année en année, est-ce que nous pouvons nous développer dans ces conditions-là? Je pense qu'il ne faut pas prendre beaucoup de temps pour répondre non. Parce que moi, je considère que ce qui n'a pas marché pendant 38 ans, avec un certain régime, avec des personnes qui ont été les bras séculiers du régime, ne va pas subitement marcher après, lorsque la tête de ce régime ne sera plus là. Donc, ça veut dire que M. Biya, demain, quand il ne sera plus président du Cameroun, moi, personnellement, je suis persuadé que tous ceux qui l'entourent là, étant donné qu'ils étaient là avant et qu'ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'ont pas réussi à faire décoller le Cameroun, mais je ne vois pas où est-ce qu'ils vont trouver le bâton magique pour faire en sorte que le Cameroun se développe. Je ne pense pas qu'ils pourront développer le Cameroun. Lorsque vous regardez le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est en fait le livre du développement multisectoriel du Cameroun, vous allez vous rendre compte que nous sommes en retard sur pratiquement 20 ans pour chaque projet qui était indiqué dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et je veux quand même me rappeler que beaucoup de points de ce document-là avaient été annoncés à grande pompe, non pas seulement par M. Paul Biya, mais également par son entourage, des membres de son gouvernement. Et aujourd'hui, on voit bien que rien n'a été réalisé. Donc, moi, je pense que l'avantage à ceci de particulier, ou bien l'alternance, pardon, à ceci de particulier, qu'elle permettra à un nouveau régime nouvellement élu sur des bases démocratiques d'être évalué en temps opportun par le peuple. Et que si ce nouveau régime-là prend le risque d'avoir un mauvais bilan, ce qui va se passer lors des prochaines élections, c'est qu'il sera tout simplement sanctionné. Donc c'est ça l'avantage de l'alternance. Mais par contre, si nous faisons une transition, c'est-à-dire ce mécanisme, bon, cette transition-là, ça peut l'être à la suite peut-être d'une élection qui est organisée dans les conditions de la Constitution du Cameroun actuellement, c'est-à-dire en cas de vacance de pouvoir. Mais je suis persuadé que même en organisant une élection, si on a les membres du même régime qui continuent ce que M. Biya a commencé, mais ça risque même d'être pire. Parce qu'il faut se rendre compte quand même qu'aujourd'hui, je pense que le Cameroun est le seul pays au monde où on voit autant de membres du gouvernement aller en prison, sous un seul régime, sous un seul président.
Donc, ça veut tout simplement dire que la malgouvernance, l'incapacité de gouverner est consubstantielle à ce régime-là. Et c'est pourquoi il faut une alternance. L'alternance est fondamentale, parce que l'avantage de l'alternance, c'est que le Cameroun va renaître sur de nouvelles bases, des bases démocratiques, acceptées sur la base d'un consensus. Et l'autre avantage, c'est que nous aurons des acquis démocratiques sur lesquels personne ne pourra revenir. Parce que demain, si on dit par exemple qu'elle est quand même un véritable organe indépendant de gestion des élections, dont la composition est la conséquence de la contribution de tous les partis politiques, du moins ceux qui sont le plus représentés dans les institutions, comme le Parlement, dans les conseils régionaux, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, on aura le socle d'une véritable démocratie. Et dans un pays pauvre, les pays pauvres comme le Cameroun ne peuvent se développer qu'à travers la démocratie. Parce que si vous n'avez pas de démocratie, vous n'aurez pas d'élection juste, vous n'aurez pas de justice, vous n'aurez pas de bilan à rendre pour les gestionnaires de la chose publique, vous n'aurez pas, du moins, je dirais plutôt que vous aurez un taux de chômage qui est sans cesse galopant, vous allez avoir une population de gens sous-employés, c'est-à-dire des diplômés qui se retrouvent en train d'être des manœuvres dans des chantiers. Donc je pense qu'il faut cette alternance. Le peuple camerounais a le droit d'avoir la chance de voir de nouvelles personnes. Quand quelque chose n'a pas marché hier, bon, il peut ne pas marcher de façon occasionnelle, une seule fois, et vous donner la chance que ça marche après. Mais quand quelque chose n'a pas marché 38 ans, franchement, je ne pense pas que ça marchera demain. Donc, et pour finir sur ce point-là, le gré à gré, ce qu'on dénonce sur le gré à gré, c'est cette façon de vouloir de maintenir les Camerounais dans un état d'asservissement économique, politique, psychologique, parce que psychologique, c'est ça aussi. Quand vous imposez un président à un peuple, c'est une façon de traiter ce peuple comme un esclave. Et je disais tantôt qu'en 1982, lorsque le président Ahidjo transmet le pouvoir à M. Biya, son premier ministre, c'est parce que c'était prévu comme ça, mais il ne faut pas que nos dirigeants, M. Biya, pensent aussi qu'il doit répéter cela. Le Cameroun aujourd'hui se veut être une société démocratique. Le peuple doit choisir librement ses dirigeants. Et c'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut un consensus. Moi, je ne vois pas une société démocratique dans le monde où il n'y a pas un consensus sur les questions élémentaires de la démocratie. C'est ça, c'est ça. Alors, je ne vois pas. Oui, vous avez raison. On va passer peut-être à la question suivante, mais en faisant une petite... Ce que je comprends de ce que vous nous dites, à la fois Maître Sikati et M. Jean Loué, c'est que finalement, l'alternance est un gage d'un bon exercice de la démocratie, autant que l'état de droit est une conséquence d'un bon exercice de la démocratie. Et que l'état de droit permet de créer les conditions, l'environnement qui va favoriser la performance. Favoriser la performance à la fois des hommes politiques, des hommes les hommes politiques qui établissent la superstructure de la société sur laquelle va pouvoir se développer toutes les autres franges de la société, que ce soit l'économique ou le social. Donc nous avons absolument besoin de créer cet environnement qui favorise la performance. En gros, je pense que voilà ce qu'on peut retenir de cette question. Et puis maintenant, peut-être passons toujours à la deuxième phase de cette conférence sur, bon, après, cette deuxième phase est forcément liée à la première, hein, et je voudrais qu'on parle des deux conditions sine qua non qui ont été posées par le président national du MSC, le professeur Maurice Kamto, dans son discours du 1er juin, quand il dit que qu'on n'acceptera pas de nouvelles élections au Cameroun sans la révision constitutionnelle du code électoral et sans la résolution du problème anglophone. Alors, je vais peut-être, puisque je viens de recueillir vos propos, M. Sikati, je vais passer à M. Loué, mais je voudrais qu'il nous donne son point de vue
sur quel est le fondement de la deuxième condition, qui est la résolution de la crise anglophone. Alors, à ce moment-là, puisque vous êtes parfaitement bilingue, français et anglais, je vous laisse la possibilité de vous adresser en anglais si vous le souhaitez, puisque cette question touche particulièrement nos frères et compatriotes de la zone anglophone. You really want me to say a word in English? You have been trying very hard, so I'll give it a go. On the question of the political solution to the Anglophone crisis, before we move on to next elections, it's a question of common sense. The first point is that it's a question of common sense, and it's a question of political order. It's a common sense because when you look at the elections that have been happening in the Anglophone region, where candidates can't go out and campaign, you cannot have a proper listing of the candidate or even the voters in those regions because of the insecurity reasons. You don't have access to the villages, to the rural places. If you're going to hold local elections in the Anglophone regions today, we've seen in the past, we've seen the last presidential elections and even the recent elections, how candidates got killed, or even after the elections, they couldn't go to their constituency. I think yesterday, or very recently, we heard of the passing of Barrister Mbadam, one of the prominent barristers from the Social Democratic Front. I was hearing this morning very sadly that he was laid to rest in somewhere in Yaoundé. They couldn't carry proper funeral ceremony in his village. So it's just a question of common sense. How do you hold elections in a context like that, marred by insecurity, marred by a crisis, a military crisis with killings, murders? How do you do that? If you carry on that path, trying to hold elections at all costs, what you are actually doing is to act the partition of the country, and that's something that the president-elect, our president Maurice Kamto, has said time and time again. You cannot make a bad situation worse, because one of the reasons we are in this crisis is because the Anglophone, they felt they were marginalized, they were left out, their grievance or the political revendication that they were having weren't being taken into account. So by keep having elections in that context, you're just making a bad situation worse. The other reason is a political, again, common sense, right order. If you look at other countries, whether in Africa or elsewhere in the world, where there's been conflict, there is a pattern. You can identify a pattern in crisis, the way out of the crisis. They start with like a ceasefire, and then you have what they call DDR, démobilisation, désarmement, et réinsertion. It's always the same pattern. There's a political dialogue, you see a ceasefire, you see a DDR, and then you get to a political agreement. Only then you go to elections, because the elections are meant to put into fact the order that's been agreed in the political agreement, because only a political solution can get you to free and accepted elections. Otherwise, what do you get? You get elections where candidates are not recognized, people who are elected they're not recognized by the population, even the voters. Last election, we saw it. The voters were living in Douala or Yaoundé and voting for MPs in Bamenda and elsewhere. So it's a question of common sense and right political agenda. It's a question of goodwill. When you want to bring a solution to a crisis that is so deeply rooted, don't forget that the Anglophone crisis did
way back in the 60s when they started feeling they were being left out. I mentioned earlier on the change in the political, in the constitution back in 72, which came in the aftermath of the referendum on the May the 20th, 1972. That's where it all started. The thing just spiraled out of control. And you can see the mindset of this government. You can see that they are only very little, very remotely interested in sorting out the crisis in a political way. Either they want to impose their view on this occasion as the Anglophone people, and all it will create is more frustration, more tension, and absolutely not an outcome that is desired by the country. Okay. Merci, thank you very much. Thank you very much. I think you gave three great reasons to justify that point, the point that our president gave. Pour résumer un peu ce que vous avez dit, M. Loué, c'est que c'est une question de bon sens. Parce que quand une région est en guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Que consacrer des élections dans l'ensemble du pays, alors qu'on a une partie du pays qui constitue 20% de la population, ne peut pas voter, ne peut pas participer à cette élection, c'est acter la partition du pays. La troisième, c'est que finalement, nous constituons tous une nation et qu'il est nécessaire, plutôt la résolution empirique de ce type de problème démontre à suffisance que on résout d'abord le problème en commençant par un cessez-le-feu, ensuite le dialogue politique, ensuite la solution politique et puis les élections. En tout cas, c'est ce qu'on a vu se passer ailleurs. Donc voilà vraiment trois raisons basiques et fondamentales qui justifient à suffisance la condition sine qua non qui a été posée par le MRC pour dire que nous n'acceptons pas d'élection au Cameroun sans que ces conditions-là ne soient satisfaites. Maintenant, sur la première condition de départ, je vais reprendre l'avis de Maître Sikati. En revenir aux élections, puisqu'on en a déjà régulièrement parlé dans ce programme depuis le début, quel est selon vous ce qui peut fonder véritablement cette condition-là? De dire, voilà, peut-être la réexpliquer aux Camerounais, de dire pourquoi est-ce que nous avons impérativement besoin d'une révision consensuelle du code électoral avant toute autre élection. Bon, déjà, je voudrais dire que Monsieur Loué, il a présenté l'aspect fondamental qui consiste à dire qu'on ne peut pas organiser une élection dans une zone en guerre. Parce que ça veut tout simplement dire que non seulement on confirme la partition du Cameroun, mais en plus, organiser les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest reviendrait à considérer l'élection comme une formalité. Une simple formalité qui vise à montrer que l'État a la maîtrise de la situation. Mais moi, je considère que dans un pays démocratique, l'élection doit être une réalité, une effectivité. Ça veut dire que lorsque l'élection est organisée, elle ne peut l'être que dans les conditions où toutes les personnes inscrites peuvent voter librement si elles veulent aller voter. Aujourd'hui, tous les rapports, que ce soit les organisations non gouvernementales étrangères ou bien les organisations camerounaises, tous les rapports disent que le taux de participation à l'élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit pour l'élection présidentielle de 2018 ou même encore pour les élections couplées du 9 mars 2020, et bien que le taux de participation n'a pas dépassé 5%. Je pense qu'en général, dans un système démocratique, quand le taux de participation ne dépasse pas 5%, on est dans un cadre où on considère qu'il n'y a pas eu de vote. Donc, maintenant, pour revenir à la problématique de la révision consensuelle du code électoral, moi, je dirais que le MRC parle même plutôt de révision consensuelle, non seulement du code électoral,
mais de revoir de façon consensuelle tout le système électoral. Parce qu'en fait, malheureusement, au Cameroun, les procédures électorales ne sont pas toutes contenues dans le code électoral. Vous avez certaines dispositions à caractère électoral qui sont contenues, par exemple, dans le texte qui réglemente le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et ça aussi, il faut revoir. Par exemple, vous avez une disposition qui dit que lorsque vous contestez l'élection d'un député, vous devez déposer votre requête dans les 72 heures qui suivent la clôture des opérations électorales. Et cette disposition dit que dans la requête, il faut indiquer le nom du député qui a gagné. Autant le même texte, le code électoral dit que le nom du député qui a gagné l'élection est proclamé par le Conseil constitutionnel. Donc, on vous demande de produire quelque chose qui est impossible. Donc, et vous avez beaucoup d'incongruités comme ça parce qu'il faut avoir au Cameroun un code électoral unique. Le processus électoral doit être réglementé par un code unique pour faciliter le suivi des élections par les acteurs. Donc maintenant, le problème, l'avantage du consensus en matière électorale, c'est quoi? C'est-à-dire le consensus, c'est un peu comme la fondation d'une démocratie. Ça veut dire qu'il y a des questions élémentaires sur lesquelles tout le monde doit s'entendre. Par exemple, quand on parle de bulletin unique, ça devrait quand même être une évidence pour tous les partis politiques de comprendre que l'avantage du bulletin unique, c'est d'éviter la corruption, les achats de voix. On ne devrait pas discuter ça. Lorsqu'on parle c'est moins cher. Oui, oui, mais c'est moins cher, c'est moins cher. Lorsqu'on parle d'un système électoral, une élection présidentielle à 2 tours, c'est pour éviter d'avoir un président qui souffre d'un déficit de légitimité. Dans un système à 1 tour, même si nous avions un environnement électoral crédible, vous pouvez vous retrouver avec un président qui est élu avec 15%. Imaginez un scénario où vous avez 35 candidats. Eh oui, ça peut arriver dans le système camerounais. Si vous avez 35 candidats, vous pouvez vous retrouver avec un président qui est élu avec 15%. Pourtant, il va gouverner 80% de la population qui ne lui ont jamais porté la confiance. Donc, c'est pourquoi, par contre, dans le cadre d'un scrutin à 2 tours, au deuxième tour, vous avez les 2 premiers, forcément, celui qui va gagner aura la majorité absolue. Et comme en démocratie, c'est la majorité qui gouverne, le président aura donc l'assise populaire pour gouverner. Donc, c'est pourquoi il faut le consensus. Moi, j'ai souvent du mal à écouter des compatriotes dire non, vous voulez importer au Cameroun des réalités que vous voyez en Occident. Mais sauf qu'on a en Afrique des pays comme le Sénégal, tout à fait. des pays comme le Sénégal, des pays comme le Niger, où on voit bien que le mécanisme de dévolution du pouvoir est non seulement démocratique, mais il est aussi consensuel, parce que les bases de l'organisation des élections sont acceptées par tous les partis. Regardez des pays comme le Bénin. Bon, je ne vais pas citer tous les pays anglo-saxons de l'Afrique, parce que chez eux, c'est pratiquement quelque chose de banal, de vraiment banal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question du consensualisme dans le processus, du consensualisme politique dans le processus électoral est une question fondamentale. Fondamentale. Par exemple, moi, j'ai du mal à comprendre que un élève, vous avez des enfants aujourd'hui qui ont leur baccalauréat au Cameroun, 16, 17, 18 ans. Et on vous dit qu'un enfant de 18 ans qui a son baccalauréat n'a pas la maturité politique pour choisir un dirigeant politique. Moi, j'écoutais, quand j'étais au lycée et que je faisais allemand, notre prof d'allemand aimait nous dire qu'en Allemagne, les Allemands appellent le baccalauréat du Reifeprüfung, c'est-à-dire l'examen de la maturité. Quand vous avez le baccalauréat en Allemagne, on considère que vous êtes majeur. Et moi, je ne comprends pas pourquoi au Cameroun, ça ne devrait pas être la même chose. Donc, il y a des choses élémentaires comme ça sur lesquelles il faut revenir. Et même la question de la double nationalité aussi. Parce que cette question de la double nationalité aussi impacte dans le processus électoral. Moi, je trouve anormal qu'un Camerounais qui pense à son pays, même s'il a une nationalité étrangère, mais qui voudrait bien conserver sa nationalité camerounaise, et qu'on lui dise qu'il ne peut pas la conserver parce qu'il a opté pour une nationalité étrangère. Qu'est-ce que le Cameroun perd à donner des multinationalités à ses compatriotes? Qu'est-ce qu'on y perd? Rien du tout. Si ce n'est l'égocentrisme politique qu'on voudrait faire prospérer. Donc, je pense que le discours du président Kamto est cohérent. Et nous les Camerounais, il faut, quand vous voyez d'ailleurs comment le régime RDPC fonctionne, vous vous rendez compte que c'est le mal qu'on fait à certains partis d'opposition. Excusez-moi de dire certains partis d'opposition parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des partis qu'on présentait comme des partis d'opposition qui vous disent clairement qu'ils ne sont pas des partis d'opposition. Donc,
Je dis, il y a le mal qu'on fait à certains partis d'opposition. Demain, on peut le retourner à certains dignitaires du régime qui sont passés dans l'opposition. Donc, je pense qu'il est de notre intérêt à nous tous de mettre sur pied un système politique consensuel. Il ne faut pas voir le pouvoir en termes d'avantages personnels personnifiés. Il faut voir le pouvoir en termes de développement global, d'enrichissement de la nation, en termes d'universalité nationale. C'est comme ça qu'il faut voir le pouvoir. Et vous allez voir que tous les pays qui voient le pouvoir comme ça sont des pays qui se développent facilement. Certains vont jusqu'à dire que non, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on a des États du Golfe, ils ont des présidents à vie, mais ils sont développés. Sauf qu'ils ne veulent pas dire que ces États-là ont des ressources naturelles que nous n'avons pas. Et ces dirigeants éternels dans ces parties du pays sont des patriotes. Ils n'utilisent pas l'argent du peuple pour eux seuls, ils développent leur pays. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Donc, je pense que la question, qu'on le veuille ou pas, avec l'éveil de conscience politique que les Camerounais sont en train de démontrer partout dans le monde, sur le plan national au Cameroun, dans la diaspora, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait taire la crise politique s'il n'y a pas des bases élémentaires de la démocratie qui sont arrêtées de façon consensuelle par les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous écoutez les revendications des hommes de l'Église, ça va en parallèle avec ce que les hommes politiques demandent. Quand vous écoutez même certains pontes du régime, pendant le dialogue sur la crise, le grand dialogue national, le roi des Bamoun, le sultan Bombo Joya, il a bien dit que l'alternance était un des éléments qui permettra au Cameroun de connaître la prospérité et la paix. Il l'a dit. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas écouter? Donc je pense que même au sein du régime, il y a des gens qui pensent qu'il faut évoluer. Et nous, les Camerounais doivent comprendre qu'on ne peut pas amener une démocratie ou bien une dictature qui est vieille de presque 40 ans, à plier en 2 jours. Ce n'est pas possible. Le combat, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça va durer que le temps que ça va durer, mais il va prospérer. Il peut m'arriver que ceux qui sont en train de mener le combat aujourd'hui, que ce n'est pas eux qui en tirent les profits. Mais en fait, on ne fait pas ce combat pour tirer des profits directs. C'est ça. On le fait parce qu'on serait content que demain, même si on n'est plus en âge de profiter, qu'on voit au moins que nos petits frères et générations futures en ont profité. Et même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils ne vont pas toujours être dans cette position confortable. Si demain, ils se rendent compte que leurs enfants, qu'ils pensaient bénéficier du confort qu'ils avaient laissé, se sont retrouvés dans les mêmes positions que les enfants des autres, mais ont quand même réussi à avoir accès à la société élevée, à avoir des avantages parce qu'ils ont travaillé, je pense qu'ils seront contents. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. D'accord. Merci pour cette excellente réaction. J'allais peut-être renchérir sur votre réaction, mais je vais peut-être m'abstenir parce que le temps nous est imparti. Il nous reste à peu près 10 minutes et je voudrais encore vous interroger sur 2 questions sur lesquelles on va essayer d'aller rapidement. Je vais peut-être reprendre avec M. Loué sur la question de savoir, finalement, M. Loué, quel est le lien que vous pouvez faire ou que vous pouvez présenter aux Camerounais qui nous suivent en ce moment et qui nous suivront peut-être en replay? Quel est le lien que vous pouvez faire entre l'extrême atomisation de l'opposition politique au Cameroun et le système démocratique défaillant dans lequel nous sommes, avec sous-entendu la notion des contre-pouvoirs? Alors, l'extrême atomisation, je peux répondre en français. Hein? Oui. L'extrême, pour répondre à une telle question, je regarderai d'abord la nature du régime qui nous gouverne. Maître Sikati l'a dit, nous sommes dans une dictature qui date de plus de 40 ans, mais c'est même plus qu'une dictature. On est à la faveur des événements qui se déroulent sous nos yeux ces derniers jours. On se rend compte qu'en fait, on est dans une dictature de nature coloniale. On n'est véritablement pas sorti de la colonisation. Les événements qui se déroulent sous nos yeux ces derniers jours, notamment avec les sorties de l'ambassadeur de France
sur des sujets de souveraineté comme la remise des diplômes aux officiers de l'armée ou des audiences ou accordées au chef de l'État vivant ou mort, et où il sort et il se fait son porte-parole pour donner à la nation camerounaise l'état de santé de son prétendu président. Ce sont des actes de souveraineté. C'est fait avec la subtilité diplomatique qui est nécessaire, mais c'est clair que ce sont des actes de souveraineté. Ce sont des actes des gens qui vous disent ici, c'est nous les patrons. Donc voilà, on ne peut pas analyser l'atomisation du paysage politique au Cameroun sans regarder cet élément-là, parce que c'en est la conséquence naturelle pour éviter, c'est tout simple, diviser pour mieux régner, donc pour éviter une mobilisation, et c'est pas que l'atomisation, d'ailleurs, il y a plein comme ça d'obstacles, je dirais, de barrières ou d'éléments qui ont été, qui jalonnent le parcours, véritable parcours du combattant que le peuple camerounais, dans sa souveraineté, est appelé à suivre, donc le parcours qu'il faudra suivre pour arriver à cette alternance-là. Parce que sur ce terrain-là, les dictateurs coloniaux, et là tu référais, ils ont pris beaucoup d'années d'avance. Donc, ce n'est pas il y a eu une secousse en 80, dans les années 92, les années dites de Brest, là où il a fallu, on est passé à très peu de choses près à une alternance politique. Oui, à une alternance politique. Souvenons-nous que l'élection législative de 92 avait été remportée par l'opposition. Parce que quand on fait le nombre de voix qu'avait remporté, il me semble, l'ensemble des partis politiques d'opposition qui concouraient en face du RDPC, on avait une majorité d'opposition. C'était une vraie secousse politique. Donc, il y a certainement eu un manque de capitalisation de cet atout, de cet acquis-là, en 92. Mais là encore, on ne peut pas exonérer les forces dictatoriales, coloniales, parce que c'est important de rappeler colonial, parce que ça nous définit en fait l'architecture. Si le Cameroun est un paquebot, un grand bateau de 25 millions d'habitants, il faut savoir que la fondation de ce bateau-là est construite pour que celui qui tient le gouvernail du bateau, c'est comme le volant d'une voiture. La fondation du bateau est construite pour que le gouvernail ne tourne pas. Pour que celui qui prend le gouvernail, quel qu'il soit, et qui veut aller à gauche, et ça c'est l'alternance, ou aller à droite, ça ne tourne pas, ça va garder un cap. Et tout ce que vous appelez atomisation du paysage politique camerounais participe de cela. C'est-à-dire qu'on est en face d'un jeu d'échecs, un tableau d'échecs, où les pions des joueurs, les deux joueurs, en fait, celui qui joue le match d'échecs choisit les pions de son adversaire. En fait, il choisit ses adversaires. Donc, le régime politique choisit ses héritiers, il choisit ceux qui le portent, il choisit les gouvernants, notamment à travers les élections et les remaniements ministériels qu'on connaît. Mais il choisit également, je vais terminer là, il choisit également son opposition. C'est une opposition qui lui est loyale, c'est une opposition qui lui est fidèle. C'est ce que Matikati appelait tout à l'heure, qui disent de manière très claire, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas des partis d'opposition. Donc, cela participe de la déconstruction du paysage politique. Et c'est ce qui a prévalu pendant quasiment 30 ans, au sorti des années dites de Brest, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à l'avènement du MRC. Parce que là, pour une fois, et c'est pour ça qu'il y a une adhésion qui est aussi massive, tant au Cameroun qu'à l'étranger, parce que pour une fois, les personnes, les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, en qui sommeillait ce désir ardent d'alternance et de progrès, donc ce désir ardent cet ensemble de forces progressistes-là s'est donc réveillé pour suivre et pour emprunter l'expression qui est consacrée, pour embarquer et monter dans le train de la Renaissance. Donc, pour moi, il n'y a pas on ne peut pas analyser l'atomisation de l'opposition politique au Cameroun sans tenir compte de l'architecture et de l'architecture politique.
et la vision stratégique des personnes qui ont construit cette architecture-là. Et dans ce jeu d'acteurs, c'est malheureux de le dire, nos propres compatriotes se prêtent à cela. Mais les vrais commanditaires, c'est les personnes qui parlent à l'oreille et au téléphone de l'ambassadeur de France. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais profiter de votre réponse pour relancer Maître Sikati. Alors, Maître Sikati, Jean Loé nous a expliqué que l'atomisation de l'opposition, l'extrême atomisation, il faut le dire, de l'opposition au Cameroun est inhérente, ou alors c'est une conséquence du système politique dans lequel nous sommes. Nous avons dit précédemment dans l'émission que le manque d'alternance qui se traduit par finalement un système plutôt, une dictature, pour l'appeler comme elle est, nous amène dans des conséquences qui sont sociétales. Alors la question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'on est plus, cette atomisation, la cause profonde de cette atomisation, est-ce qu'elle est plus sociétale ou est-ce qu'elle est plus une conséquence de l'architecture qu'auraient conçue les penseurs du régime? Bon, déjà, je pense qu'elle n'est ni sociétale, ni la conséquence d'une volonté du régime. Pour la simple raison que ce régime peut vous proposer, à vous, monsieur Olivier Ngoy, il peut vous proposer la même chose, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Oui, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si vous êtes membre de l'opposition, voilà, si vous êtes membre de l'opposition et que le régime décide de vous instrumentaliser pour diviser l'opposition, si vous n'acceptez pas, mais je pense que ce régime va se retirer. Malheureusement, il y a des acteurs politiques au Cameroun qui ont bafoué la politique en utilisant la politique comme un instrument d'enrichissement personnel. C'est ce qui a fait en sorte que pendant un certain nombre d'années, qu'on constate ce découragement du peuple vis-à-vis de la politique. C'est aujourd'hui, avec l'avènement du MRC, qu'on voit qu'il y a encore cet engouement. Parce que le peuple est en train de constater, de par sa jugeote, que le MRC est un parti crédible, a un président qui sait respecter la parole donnée. Donc, moi, je pense que le régime est dans son rôle, celui qui consiste à casser l'opposition. Mais s'il m'était demandé d'attribuer les responsabilités ou bien de sanctionner, je sanctionnerais plus ces faux opposants qui acceptent le marchandage électoral. Parce que c'est eux le vrai problème. Si quelqu'un vient vous demander de voler, si vous refusez de voler, il va se retirer. Mais si vous acceptez de voler, vous n'êtes pas différent de lui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer, le peuple camerounais est en train de comprendre. Le peuple camerounais est en train de comprendre qu'on a une nouvelle génération d'hommes politiques. Si vous regardez bien, quand je parle d'hommes politiques aujourd'hui, vous allez voir que même dans la société, le débat politique au Cameroun est différent de celui qu'il était avant. Tout à fait. Il est totalement différent de celui qui était avant. Donc, et je suis persuadé que le nombre de personnes qui s'intéressent à la politique aujourd'hui va se multiplier, se démultiplier au fur et à mesure que le temps va passer. Il viendra un moment où un Camerounais sera capable d'aller voter sans attendre une contrepartie matérielle. Ça va arriver. Donc, je pense que il ne faut pas se focaliser sur cette question, est-ce que c'est le régime qui est trop fort pour diviser les opposants? Est-ce que c'est les opposants qui... Non, le problème, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit... Et je dis, la question du patriotisme doit être l'âme, dans l'âme de chaque Camerounais. Parce que si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas vous laisser acheter pour le détruire. Ceux qui sont capables d'accepter de prendre des avantages du régime pour casser l'opposition là, ils sont capables aussi de vendre le Cameroun, de trahir le Cameroun à telle enseigne que nous n'ayons plus de territoire. Oui, ça il ne faut pas, ça il faut le savoir. Donc aujourd'hui, nous devons, moi je pense que le peuple camerounais, dans tout système politique, démocratique, républicain, c'est le peuple qui est le socle du pouvoir.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de raisonnement qui consiste à dire, sans une opposition unie, l'alternance n'est pas possible. Parce que cette opposition unie n'existera jamais. Les taupes, il y en a plusieurs. Et ce n'est même pas seulement dans cette opposition, même au sein du MRC. Vous avez des gens qui, malheureusement, il faut le dire, parce que le devoir de transparence le commande. Vous avez des militants du MRC qui, le jour, font semblant d'être des militants, la nuit partisent avec le RDPC. Vous en avez. Je pense que vous avez lu le communiqué que le professeur trésorier Alain Foguet avait publié. Oui, c'est de ça. Il faut que le peuple camerounais comprenne. La trahison, elle existe partout. Mais seulement la trahison ne doit pas empêcher à celui qui a été trahi de savoir qu'il peut retirer sa confiance à celui qui l'a trahi pour la replacer en quelqu'un d'autre. Les faux opposants, il faut les oublier. Et se mettre derrière les vrais opposants. Ça, c'est le discours qu'il faut tenir. Si on attend un jour que le jour où l'opposition sera totalement réunie, encore que chacun, il y a certains qui ont une définition assez subjective de la notion d'opposition. Oui. Donc moi, je pense aujourd'hui, il faut être capable de se focaliser intellectuellement sur un parti politique qui a une idéologie, qui a une conviction, qui a des acteurs de terrain qui montrent leur engouement et leur détermination. Il faut être capable de se focaliser derrière ce genre de... C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je dis, pour moi, la clé de l'alternance au Cameroun, c'est le peuple. C'est le peuple. Vous avez être un homme politique célèbre, fort. Si vous n'avez pas le peuple qui est votre socle, vous ne foutrez rien. Donc, que ceux qui restent souvent chez eux pour dire, et se contentent de dire, ah, l'opposition n'est pas unie. Non, ils se trompent. C'est eux. Si l'opposition n'est pas unie, qu'ils viennent porter leur choix sur celui qui les semble qualifié, crédible, digne de confiance. C'est ça. Alors, je souscris totalement à titre personnel à l'analyse que vous voulez faire, parce que vous pointez la responsabilité du Camerounais, des Camerounais en tant que citoyens. Et l'un des objectifs majeurs de ce programme que nous essayons que nous avons mis sur pied et que nous essayons de développer, c'était de participer à la maturation de la conscience politique et citoyenne des Camerounais. Donc, à partir du moment où vous faites cette démarche, vous prenez ce positionnement de pointer la responsabilité des Camerounais, ça rentre en droite ligne de notre objectif, qui est celui de contribuer à cette maturation. Et ce sera le mot de la fin. Je vais peut-être vous remercier encore une fois, Maître Sikati, d'avoir été des nôtres. C'était un grand plaisir. Remercier également notre ami politique Jean Loé, depuis l'Angleterre, d'avoir été parmi nous. Merci pour toutes vos réactions. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci à toute l'équipe qui a travaillé à la production de cette émission. Et merci également à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Et on vous promet déjà que la semaine prochaine, nous aurons le prochain numéro, enfin le 3e, toujours sur le même thème, qui sera une synthèse des 2 premiers. Voilà, merci encore une fois et bonne soirée à tous. Peut-être si vous avez un mot de la fin, un message à passer, Maître Sikati ou Jean Loé, rapidement, en 1 minute. Non, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés et regardés et dire qu'en fait, cette émission est un moyen de parler aux Camerounais. Et parler aux Camerounais, pas seulement ceux qui sont habituellement les sympathisants militants du MRC. Je pense que c'est une émission qui s'adresse à tous les patriotes, même ceux qui sont du RDPC. Parce que même dans le RDPC, je connais des progressistes. Je connais des gens du RDPC, mais qui votent le MRC. Mais ne peuvent pas s'afficher publiquement avec cette effigie-là. Bon, pour des raisons que nous connaissons tous. Donc, merci à ceux qui nous ont regardés. À la prochaine. C'est ça. Merci. Jean Loé, un petit mot pour la fin. Oui, bien sûr. Juste pour rebondir un petit peu sur la conclusion de notre co-panéliste, sur la question de la responsabilité camerounaise. Ça, c'est une question qui est centrale, qui est fondamentale dans la réponse que nous pouvons apporter à la situation de dictature coloniale, comme je l'appelle, dans laquelle nous nous trouvons. La dictature coloniale, c'est un fait voulu. C'est quelque chose qui est pensé, qui est organisé et qui se déroule sur le terrain.
l'atomisation de les positions n'en est qu'un élément. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pas une fatalité. Donc, il nous appartient, nous, Camerounais, de nous lever, de nous dresser, de nous organiser et d'y faire face et de faire barrage à cela. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun, ça existe partout. On est dans un monde qui est de compétition militaire, politique, stratégique, économique, tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes dans une dynamique où, pour défendre nos intérêts dans ce monde-là, nous devons, en tant que peuple camerounais souverain, nous lever, nous organiser et y répondre. Il y a des peuples qui l'ont fait avant nous, il y a des peuples qui le feront après nous. Donc, il nous appartient, et c'est le point qu'il relevait en pointant notre propre responsabilité sur cette question. C'est pour ça que nous, qui sommes militants du MRC, nous embrassons cette lutte avec enthousiasme et nous espérons que espérons-le, l'apport des autres Camerounais de bonne volonté, nous pourrons y arriver. Donc, ce sera un moment de fin. Je dirais également merci à l'équipe technique, à toi pour l'invitation et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, oui. Merci, bonne soirée à tous et au prochain numéro. Oups. Oh, stressful.